Bonjour tout le monde. Donc effectivement, Catherine et Julien m'ont demandé de présenter un point de vue. Alors ce ne sera que mon humble point de vue d'un bureau d'études sur la pratique quotidienne des essais pressiométriques et puis aussi les campagnes d'essais croisés. Donc Acotec, pour ceux qui ne connaissent pas, on est vraiment un petit bureau d'études, on est 10, basé en région parisienne, mais on intervient partout en France et même à l'international. Et donc le fondateur d'Acotec, Yann Juillier, certains ici le connaissent bien, puisqu'il a travaillé avec, au bureau d'études Louis Ménard, puis dans la branche travaux Ménard. On a toujours eu cette culture assez fine de l'essai pressiométrique et il nous l'a transmis, et d'ailleurs je le remercie tous les jours. La façon dont on travaille, nous, chez Acotec, quel que soit l'endroit où on travaille, on essaye d'imposer. Alors, en fait, on demande cette pratique-là et on s'aperçoit qu'on a souvent du mal à l'avoir. Alors, juste oui, on avait des équipes de sondage jusqu'en 2008-2010. Depuis 2010, on travaille en sous-traitance. Donc, on est amené à acheter des essais pressiométriques en sous-traitance, on va dire, assez étroite, assez dirigée, partout où on va. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est la norme ISO, donc des essais selon la norme ISO, en procédure B, c'est-à-dire enregistrée au minimum, et on s'aperçoit qu'on a du mal à l'avoir, cette procédure B, parce qu'aujourd'hui, je pense que la majorité des équipes de sondage ne sont pas équipées encore pour le faire. On travaille en tarière essentiellement, puisque ça a quand même l'énorme avantage d'avoir une coupe, comme l'a dit Catherine tout à l'heure. Et sinon, c'est en méthode assez classique, tricot nous taillant avec injection. Et on demande systématiquement un étalonnage et un calibrage pour chaque sonde utilisée et pour chaque chantier. Ça, pour le coup, on arrive assez bien à l'avoir, parce qu'en fait, les sondeurs se rendent compte que ça ne prend pas tellement de temps à faire. C'est souvent réalisé en parallèle d'autres tâches sur le chantier, donc ça fonctionne assez bien, ça. Et puis ensuite, sur les pressions critères d'arrêt, bah, c'est évidemment le 50 bar, et puis 8 MPa si on a besoin, en l'occurrence pour des pieux. Le constat, alors encore une fois, ça n'est que mon humble point de vue, il est pas génial en fait. Quand on regarde la pratique sur l'ensemble du territoire, et on s'aperçoit qu'on a des habitudes d'entreprise. Alors, effectivement, nous, on achète les essais pressiométriques en priorité sur des entreprises qui ne font que du sondage, pas chez des confrères bureaux d'études. Et force est de constater que depuis 5 ans, on assiste à une explosion du nombre de petites entreprises, c'est-à-dire des sondeurs qui se mettent à leur compte et qui décident de créer ces sociétés de vente de sondage. Et malheureusement, enfin, je trouve qu'on on fait face à des habitudes d'entreprise très ancrées et malheureusement aussi déconnectées de la norme. C'est-à-dire que les tableaux C1, C2 sont très peu respectés, voire totalement inconnus par les sondeurs. Et du coup, on assiste et on fait face à des non-conformités dans l'exécution des essais assez importantes. Et les plus courantes, bah, c'est le volume d'arrêt trop faible. Alors là, Patrice parlait du 600 ou 600 ou 700 cm3. Bah, si on avait ça, ce serait royal. Dans les faits, on s'aperçoit que les sondeurs ont plutôt tendance à essayer d'aller trop vite et donc d'arrêter les essais à du 300, 400, et du coup avec une imprécision énorme après pour pouvoir calculer la pression limite. Le nombre de points après le fluage très insuffisant, donc ça va un peu avec. Et puis souvent, au moment du passage en fluage, des paliers de pression trop grands, donc qui génèrent une grosse incertitude, une grosse imprécision à la détermination de la pression de fluage. Tout ça mélangé au fait qu'on s'aperçoit que les longueurs de passe de forage sont malheureusement en majorité pas adaptées au sol en place. Alors c'est sûr, quand le sondeur a une habitude de faire qui fort heureusement colle bien au sol qu'on a, il n'y a pas de problème. Mais quand malheureusement c'est pas la bonne méthode par rapport au sol qu'on a, ça peut vite donner du grand n'importe quoi en fait. Et quand on parle avec eux, la phrase qu'on a souvent, c'est j'ai toujours fait comme ça. Donc ça pose quand même question. C'est un vrai problème. Alors si on essaye d'analyser les causes, et à force d'être confronté à ça, je pense qu'on en a
Les plus récurrentes, c'est ça. Et selon moi, encore une fois, je trouve que l'équipe terrain, c'est-à-dire les sondeurs, n'est très souvent pas assez impliqués dans les résultats des essais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, ils n'ont pas du tout conscience de à quoi servent l'essai pressiométrique, c'est-à-dire les mesures qu'ils sont en train de réaliser. On sait que le forage est ultra déterminant, la qualité du forage est ultra déterminante dans la qualité de l'essai pressiométrique, mais ils ne savent pas à quoi va servir l'essai. Donc quand on leur dit que ça sert à calculer des fondations, des tassements, et que en fonction de la précision, de la qualité de leur essai, ça peut générer des centaines de milliers d'euros de différence dans les travaux ensuite, souvent ils sont tout de suite un petit peu plus impliqués et ils font peut-être un peu plus attention. L'autre chose assez grave, je trouve, c'est que très peu de sondeurs savent lire une courbe pressiométrique. Alors, que je dis une courbe, mais il y en a deux. Roger Franck les a montrés tout à l'heure. La courbe pression-volume, bien sûr, qui est très facile à lire pourtant. On sait très vite, en lisant une courbe, détecter des anomalies, soit de mise en contact, soit de fluage. Et puis quand on rajoute la courbe delta V, 30 secondes, 60 secondes, donc le fluage, on voit très vite les anomalies de forage avec le fluage qui fait le yo-yo ou des choses comme ça. Donc on arrive pourtant très vite avec cette courbe. Et moi, j'ai appris depuis tout jeune, et on avait appris comme ça justement avec Yann Juillet, à tracer la courbe immédiatement au fur et à mesure du déroulé de l'essai. Et aujourd'hui, on a des outils numériques qui permettent de la voir, cette courbe, immédiatement à la réalisation de l'essai. Et donc je trouve que l'équipe terrain devrait avoir cette capacité de pouvoir juger de la conformité ou de la cohérence de l'essai beaucoup plus. Dans une deuxième étape, ça aussi c'est mon analyse, et je trouve que les ingénieurs ne suivent pas la réalisation des essais, en tout cas pas assez. Malgré les outils numériques actuels, aujourd'hui on est capable d'avoir les résultats en direct, et donc d'aider l'équipe terrain à pouvoir juger si l'essai il est cohérent ou pas, en clair si le forage est remanié ou pas remanié, et si ce qu'on mesure c'est cohérent. Et donc effectivement, en conclusion, je trouve que trop peu d'ingénieurs se préoccupent de la cohérence des résultats. Alors là, c'est plus en regardant des rapports d'investigation géotechnique d'autres sociétés, où on s'aperçoit que souvent on a des logs avec des modules à 3, pression limite 2, c'est physiquement impossible, mais on laisse ça. Voilà. Donc ça, si on réagit en direct, on s'aperçoit que l'essai, il vaut rien. Il y a juste à demander à le refaire à l'équipe terrain, ce qui permettrait d'avoir des valeurs un petit peu plus cohérentes. Donc voilà, pour moi, le constat dans cette pratique quotidienne, alors c'est pas tout le monde, bien sûr, hein, mais je trouve que c'est quand même beaucoup trop présent. Alors, si on veut essayer de regarder... Alors, l'avis sur les campagnes d'essais croisés, pour le coup, moi, je l'ai trouvé plutôt très positif, et c'est avec un S, c'est mieux d'ailleurs. On s'aperçoit que justement, quand les équipes terrain, et Patrice l'a très bien démontré, quand l'équipe terrain est vraiment impliquée dans la qualité des essais qu'on souhaite faire, les résultats, ils sont quand même dans l'ensemble hyper homogènes. Et donc, on est tout à fait capable de reproduire une procédure adaptée et qui convient bien à ce qu'on souhaite mesurer. Donc ça, c'est quand même plutôt très très rassurant. Et puis l'autre point que moi je voulais souligner, c'est que ce qui ressort de cette campagne d'essais croisés, on s'aperçoit que le choix du matériel a un impact fort sur le résultat dans certains types de sols. Et donc, ça amènera, à mon avis, je pense, à devoir être assez vigilant justement dans ces types de sols-là. Avec le cas à gauche, Fos-sur-Mer, où là, c'est une courbe avec les pressions limites, avec donc sonde nue, tube fendu court, tube fendu long, où on s'aperçoit quand même que la pression limite il y a plus de 50% d'écart sur le résultat selon le choix de type de sonde. Donc Fos-sur-Mer, c'est des sables sous nappe de mémoire. Alors que quand on y réfléchit, on se dit toujours, bon, normalement la pression limite, résistance plutôt à la rupture, devrait être assez peu sensible au type de matériel qu'on utilise. Et là, malheureusement, dans ce cas-là, on s'aperçoit que ça a eu une influence. Et Messange, dont Catherine en a parlé,
campagne Fondasol avec beaucoup de types de matériel où on voit que là, sur le résultat du module, elle l'a dit, il y avait des grosses différences du simple au double, hein, puisqu'on a une gamme de valeurs là, entre 10, 20, 30 mégapascales en fonction du type de matériel. Donc là aussi, il faut, dans ces types de sols un peu compliqués, il faut, à mon avis, prendre le temps de vraiment pouvoir choisir le bon type de matériel. Et ensuite, elle l'a dit également, de ne pas se tromper dans les formules utilisées pour le dépouillement. Parce que pour le coup, on le sait tous, le module est hyper dépendant de la qualité du forage. Voilà, sur le constat, les essais croisés. Alors, si on veut essayer d'aller surtout vers des choses un peu positives, les solutions, selon moi, ce serait déjà d'essayer de sortir de la seule formation interne aux entreprises qui, malheureusement, et Patrice l'a dit, on perd un peu de compétences, on perd un peu d'expérience avec le temps. Et surtout, le fameux « j'ai toujours fait comme ça », qui impose des mauvaises habitudes de travail. Donc, essayer, alors c'est clair que les sondeurs, essayer de leur faire lire une norme, c'est déjà compliqué pour nous, mais alors pour eux, c'est forcément encore plus compliqué. Mais donc du coup, essayer d'établir des fiches de procédure communes. Quand je dis commune, c'est à la profession, pour traduire cette norme dans du concret et essayer que tout le monde fasse de la même façon, évidemment de façon adaptée à ce qu'on rencontre comme lithologie. Essayer peut-être d'imposer progressivement la procédure C de l'essai, c'est-à-dire la méthode automatique, qui présente l'avantage d'avoir, dans le déroulé de l'essai, évidemment, ça n'enlève pas toutes les problématiques de forage, mais au moins dans le déroulé de l'essai et sur ces problématiques de nombre de paliers, de paliers, de quantité de paliers, de pression d'arrêt, de volume d'arrêt, etc., d'avoir tout le temps la même chose, ou au moins des choses homogènes. Et idéalement, pour terminer, essayer d'avoir une formation homogène pour les sondeurs. Et donc, c'est là-dessus que je voulais terminer. Pour vous toucher un mot du gros travail qu'a fait l'USG à ce titre, puisque certains sont dans la salle, ils ont travaillé là-dessus. On a créé le titre de sondeur en géotechnique. Donc aujourd'hui, le titre sondeur en géotechnique est reconnu auprès de l'Éducation nationale grâce à ce gros travail. Et ça a été mis en place avec le GRETA Midi-Pyrénées. Donc aujourd'hui, il y a une formation de sondeur en géotechnique au lycée Beaumont de Lomagne, c'est dans le secteur de Toulouse, avec une alternance sur 12 mois, dont 4 semaines sur l'essai pressiométrique, entre parenthèses. Donc premier lieu, depuis je crois 2 ans maintenant, il y a le site à côté de Grenoble, donc le GRETA Nord-Isère, c'est avec l'UNICEM et qui se fait également avec le même programme, une alternance sur 12 mois et plus de 450 heures de formation sur 14 semaines. Donc un autre lieu. Et puis, il y a un projet de création d'un 3e site, pour l'instant qui n'est qu'au stade de projet, mais qui serait en Seine-et-Marne, donc en région parisienne, qui permettrait de drainer encore un volume de sondeurs beaucoup plus important. Voilà, donc je pense que ça, c'est le futur qui permettrait d'améliorer cette pratique quotidienne. Je vous remercie.